Okay, if you are ready, we could begin. Okay. I will have a very small role just to introduce some important people who will say some words about this conference. So we are very pleased to welcome you to the European Network Housing Research Conference 2025, Grand Paris. You will see we have a lot of partners, but everybody will say a word on that. So welcome, and I will introduce first Gilles Roussel, who is president of Gustave Eiffel University, this university. Hello, everybody. I'm very pleased to be here today with you. Welcome to Marne-la-Vallée, a little bit outside of Paris, but inside the Grand Paris. For the second part of this ENHR Grand Paris 2025 conference, Affordable Housing in Greening Cities Conference. I'm very delighted to welcome about 600 participants today in the campus of Université Gustave Eiffel. Université Gustave Eiffel is not only in Grand Paris, but also around France, in Nantes, Lyon, and Marseille. So I'm pleased to welcome you here in Marne-la-Vallée for this international conference. The subject this conference addresses is at the heart of the thematic of Université Gustave Eiffel, which is focusing its research and teaching on cities and territories of tomorrow. So this conference is very well suited for our purposes. Moreover, this symposium, which brings together researchers and public policy players, reinforce one of the missions of our university to support, in particular, public policies. I'm also certain that this symposium will both strengthen the French network around the theme of housing and will develop its international dimension, will reinforce this dimension in our university project. Finally, I would like to thank the territorial partners of UPEC, which is co-organizing this event, and with whom, thanks to this type of initiative, we are further strengthening our collaboration in the training and research in the eastern of Paris region. I would also like to thank École des Ponts for its welcoming in its amphitheater. We are here. It's a good point. It's not too hot, quite cool at the moment. So it's a very good choice of an organizer to choose this amphitheater. So thank you for ENPC for welcoming us in this amphitheater. Also, I would like to thank the institution and professional organizations that have funded this event. We have Agence Nationale de l'Habitat, PUCA, Union Sociale pour l'Habitat, Ideal Research, Ideal Recherche, it's French, la Caisse des Dépôts, and also la Fondation Gustave Eiffel, Université Gustave Eiffel. Thank you also for the research lab involved in this organization, in particular l'Arburba and its director, Nadia Arab. Thank you for organizing this event, and also LVMT and ACP, two other labs of the university involved in this organization. Last but not least, I would like to thank the organizer of the symposium, Claire Cariou, Christine Levrier, and also Vatani Sarai Delabarre. I don't see him, but it's thank you very much for your investment. So to finish, I wish you a very fruitful working day and have a good stay in Paris. Thank you. So now we will have an introduction with Nadia Arab, who is the responsible director of the L'Arburba, one of the... Hello everyone. It is with great pleasure that I warmly welcome you to the
Network for Housing Research Conference. The Labruba Laboratory is very proud and delighted to organize this event, and we are very, very happy to host you in this space for exchange, reflection, and sharing around challenges that shaping our cities. I believe it's unnecessary to remind why the theme of affordable housing in greening cities is timely and urgent. Everyone can see it. The weather wanted to invite itself to this conference, reminding us how much climate change increasingly impacts our conditions of living, most importantly, vulnerable populations in the Grand Paris, in France, in Europe, throughout the world. May this gathering live up to the importance that these issues deserve. As the director of Laburba Laboratory, I want to express all my gratitude to my two colleagues, Pierre Cariou and Christine Lelivrier. For the past year, they have worked with great ambition and strong energy to organize this event. I also wish to thank other members of the Laburba, which have been involved in the scientific and organization and the logistical organization, particularly precious contribution of Vatani. Thank you so much, Vatani. Of course, I have to thank the support and the guidance of Gustave Eiffel University, of Paris-Créteil University, and of École nationale des Ponts et Chaussées, where we are today. But the success of this event also relies on the contribution of our local partners, laboratories at Cité Descartes, LVMT Laboratory, ACP Laboratory, LATS Laboratory, that have committed alongside Laburba in this adventure. And I hope this conference will be extended through scientific, interlaboratory, and transdisciplinary projects focused on housing and the environment. This conference is also a way to deepen dialogue with policymakers and urban practitioners. Several of them wanted to support the conference, such as l'Union sociale de l'habitat, le plan urbain construction et architecture du ministère de la Transition écologique français, l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts et consignations, IDEAL, and l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. They consider all these actors are important in the political and in the operational field of housing in France, and they considered important to be present today with us. Well, I have no doubt that all the conditions are met to make this event a wonderful opportunity to have rich and fruitful exchanges to overcome scientific challenges for a more sustainable, resilient, and inclusive urban future. Once again, thanks for coming, welcome, and enjoy the conference to the fullest. Thank you. So we will now have an introduction with Ivan Tošík, Vice Chair of the NHR Committee, and we will say that. But Montserrat was supposed to be here, but she is still on her way. Everywhere, yeah. So hello everybody, I am the Vice Chair of ENHR, I am not Montse. Montse will talk to you tonight because she is on her way between the airport and this place, and to have the two areas and change and find your way is not so easy. She told me that I should say that she's very happy that this conference takes part here
She expresses her thanks to the Dean of the Faculty, the leadership of the university, to the local organizing committee. I will not repeat now the names because you already heard the names, but we are really very glad for that. The conference planning started more than 1 year ago. We were visiting these places, and we saw these places, and we are all very happy that this takes place here. Now, the theme of the conference, Affordable Housing in Greening City, is timely and urgent. We have a transition towards climate neutrality, and we know that this change should not take part at the expense of social equity. This is one of the major concerns of these days, that we go for climate neutrality, but in a way which is unjust and makes bigger harm on the poor people. So it is a very important thing to not forget about affordable housing. And in this regard, we have a first ever commissioner for housing, which is a good thing, that things changed, and the Commission, European Commission, discovered the importance of housing. And we also have the task force on affordable housing. And just for curiosity, is there anyone here in the room who is member of the task force of affordable housing? Sorry? I'm on the second list. What does it mean, second list? The experts, you know, they released. So there are 24 members and they are experts? They have 15 members. Okay. And 15 members and 15 experts. So we are very glad that you are here, because you can deliver then our messages to the task force. And I met a few people from the task force, they have a very interesting and difficult task, because they have to explain to a commission what affordable housing means and how we can deal with that, how we can protect this topic. So please listen to us with open ears and deliver our messages, if we arrive to any message, of course. Housing research matters, especially now when there is a change in cohesion policy. The multi-annual financial framework will be announced on the 16th of July. Everyone is very much afraid, probably a quarter decrease in cohesion policy funding. Seemingly, the design of the new cohesion policy is in the hand of DG Budget and not DG Regio, which is again not a very good news. It is a potential for forgetting about the region and the cities and only dealing with the national level, and this would be a next disaster. So we are in a very important moment where we have to protect what we have. We have a cohesion policy. We have a role of the regions, some role for the cities. We had a recovery fund, and the recovery fund gave us a message that national level is very much willing to do it by itself, and the national level sometimes doesn't speak to cities, and this is not very good. So we have a lot of things, and on the top of that comes housing, which is a new topic for the Commission. So ENHR is evolving. We have now a new responsible person for communication. The membership is welcoming new members, and we are also making some innovation, new housing research, online seminar, etc. The backbone of ENHR are the working groups, and we are also organizing a meeting here in Paris for the working group leaders, and we are thinking about how to make the life of the working groups even more lively, and how to create some connection between working groups which are not very far away in topic. We are welcoming the early career and young housing researchers, which are increasingly important for this network, because it is not easy to find the housing as a discipline. Housing is in between economics, sociology, geography, law, and design, and some other topics. In some countries you have housing education, in others you don't, and then you have to find your way through the education machine if this is your interest. Now, this week in Grand Paris, I know that I have to say Grand Paris and not Paris, because now we are outside the administrative border of Paris. This will be full with events.
Some people already participated yesterday in the city walk in the 20th district of Paris, and I can tell you that I discovered places in Paris which I have never seen earlier. So small alleyways, private streets, very nice up and down hilly environment which is totally different what I had as impression about Paris. There will be many sessions in parallel, so please try also to visit some other sessions which is outside your usual area. Please join a field trip. Please don't forget about the slide competition. And talk as much as possible with other people during this conference. And today evening there will be a welcome reception, and I promise you that in this welcome reception it will be Montse, not me, who will talk to you. So thank you very much again, and I think we will have a great conference. Thank you. So I let the floor to Claire Cariou, organizing team. So, hi everybody, it's very great to see you there. We are truly delighted to welcome you to the ENHR conference here in the Grand Paris region. So actually, this is only the second time that the ENHR annual conference is held in France. The first one took place in Toulouse back in 2011, if I remember well. And actually, it is technically the first time that the conference is being held in Paris. Also, it's not entirely true. Some of you may remember that the ENHR was actually founded during a conference in Paris in 1990. Peter Boulauer and Jean-Claude Drian, somewhere here, may remember of it. So, 35 years after that, ENHR is back in Paris and stronger than ever, with almost 600 participants. But let's be precise, it's not in central Paris, as you may have seen, but it's in the Grand Paris, the Great Paris maybe, and it's not a coincidence. As housing researchers, we believe that the Grand Paris is where the real Paris experience takes place, happens. This is where people actually live in all their diversity. It's where people commute, where housing is built, transformed, and renovated. It is where people work, raise their children, and experience the everyday city. So meanwhile, Central City is losing inhabitants and struggling to retain family. We will talk about this later. One could even say that Paris is no longer the real true center of the Paris region. And to quote a French rapper, I'm sorry, I made the mistake. I promised not to do, but I did it. So the suburbs influence Paris, and Paris influences the world. So we told you we wanted to give you the real Paris experience, and so yes, you will have to commute every day, you will experience distance and transport, but more importantly, you will also live the very topic of the conference. Now, to be clear, let's be clear about that, we did not order the heat wave, but it certainly reminds us the urgency of these issues. So what kind of city do we want to build for the future? What are the consequences, intended or not intended, of the policies and everyday practices that shape our urban spaces today? How do they produce inequalities? It's essential to critically assess even the most well-meaning public policies. And we need to ask ourselves what new tools, political, economic, or otherwise, we can design to make our cities more just and sustainable. So can we invent new tools all together? These are just a few questions that we will discuss today over the 6 plenary sessions, and we hope that we will have lively and open discussions. Because today, as you know, more than ever, it's essential to defend free and open spaces for dialogue, like the one we are creating now together. So finally, I would like also, of
course, to thank Christine and Vatani here, who organized the conference. We were a great team together. We worked a lot. And I want also to sincerely thank all the people who contributed to the conference, universities, Gustave Eiffel, UPEC, staff at the university, our colleagues from ACP, Loïc Valdelorge is here, Caroline Gallès, I'm sorry, from LVMT, the students you will see here everywhere with blue t-shirts, helping everybody, professional partners and scientific committee also. So we wish you a very inspiring and very real Paris experience. Welcome. So if you need anything, you can ask to these blue men and women who are all around, okay? And also to us. I will just briefly say that we will enter into the content of a session, of the plenary session 1. We thought that it will be interesting, and it's a tradition at the NHR, to have a presentation of what are the issues and what are the policies in France, and especially in the Île-de-France. So I let the floor to Catherine Sabat, who will introduce herself and who is chairing this session. Hello, everybody. I'm going to speak in French, so in order you to work a little bit too. Et je vais introduire cette séance plénière pour vous expliquer comment atterrir dans cette région, dans ce Grand Paris, dans cette ville importante. Donc Paris, une petite ville de grands enjeux, et Grand Paris aussi de grands enjeux. Le Grand Paris, je vais essayer de vous le décrire de plusieurs manières, mais vraiment juste en introduction, parce qu'après nous avons 3 éminentes personnalités qui vont, chacune depuis leur point de vue et leur poste d'observation, vous expliquer comment fonctionne cette région, cette métropole, cette ville. Vous voyez que déjà, il y a des couches et des strates différentes. Daniel Béard, un chercheur que vous connaissez sûrement, a l'habitude de dire que le Grand Paris, c'est une anarchie organisée. Voilà, pour rentrer dans le dur. C'est en tout cas un territoire extrêmement varié. Alors, il y a une partie qu'on appelle une ville-monde, une capitale. Après, il y a une partie qu'on appelle la banlieue. Et la banlieue, alors maintenant on appelle la banlieue le Grand Paris, mais le Grand Paris ne recouvre pas toute la banlieue. Donc vous voyez que même nous, grands Parisiens, on a parfois du mal à s'y retrouver, ou en tout cas à mettre des noms précis sur les territoires. Et après tout, ce n'est peut-être pas non plus la peine. En tout cas, cette banlieue, elle fait référence à la fois à des villes populaires et des quartiers de grands ensembles qui sont construits au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc ça, c'est la banlieue, à la fois dans sa richesse, à la fois dans ses problèmes, à la fois dans une question politique extrêmement présente. C'est aussi Paris, ou le Grand Paris, un tissu pavillonnaire très très important et dont les débuts remontent, pour faire simple, à la loi Loucheur, donc années 20, années 30, et qui n'a cessé de s'épaissir et de se renouveler. Donc ça va des maisons à meulières au lotissement des années 70-80, aujourd'hui au procédé de Build in my backyard, donc de redensification qu'on appelle douce, mais qui n'est pas forcément douce, et aussi jusque des très grandes maisons. Alors ce sont aussi des lotissements, mais des lotissements pour des catégories sociales bien plus aisées, avec des grandes maisons sur de grandes parcelles, voire des parcs qui sont plutôt dans l'ouest parisien. Alors, on a plusieurs couronnes, donc on peut dire qu'il y a Paris qui est enfermé ou ceint par le boulevard périphérique, et puis ensuite il y a la première couronne, la deuxième, la troisième, on va jusqu'à la troisième, et on se trouve en présence d'un tissu aux formes urbaines extrêmement variées, avec de la très forte densité et du bâti qui date majoritairement d'avant les années 50 à Paris. Et puis, plus on s'éloigne, et selon les territoires, avec du bâti beaucoup plus récent,
une densification plus ou moins forte. En tout cas, on a de l'urbain très dense, de l'urbain moins dense, de ce qu'on appelle le périurbain, et enfin jusqu'à la ruralité, puisque en Seine-et-Marne, et pas que en Seine-et-Marne, il y a quand même des territoires extrêmement ruraux. Donc on parle d'un pays très centralisé, et vous allez voir que politiquement c'est important de le signaler. Une ville très emblématique, vue de l'extérieur, Paris c'est la ville lumière, etc. Enfin je ne vais pas faire la pub, mais vous l'avez forcément en tête. Une densité très forte et qui diminue en fonction de l'éloignement, un rayonnement international, une ville de plus en plus inaccessible. Et là, je parle à la fois des revenus et à la fois de la circulation et de la mobilité. Une politique du logement qui s'est forgée avec la gauche à Paris et les écologistes au fur et à mesure que la crise s'aggravait. Donc on a paradoxalement une ville qui se préoccupe beaucoup de logement, mais dans laquelle il est de plus en plus difficile de se loger. Donc, pour commencer ce colloque, nous allons tenter de vous expliquer, comme je disais, où est-ce que vous avez atterri et comment comprendre le fonctionnement de Paris et de sa région sur la question du logement. Donc, je disais, Paris est à gauche depuis 2001 et la région est à droite depuis 2015, ce qui ne facilite pas forcément les choses. La métropole, on a un peu de mal. Alors, elle est présidée par quelqu'un de droite, mais comme elle a une existence surtout administrative, finalement, son efficacité n'est pas tout à fait évidente, mais peut-être qu'on en reparlera. En tout cas, la région, la métropole, le Grand Paris et Paris connaissent, comme ailleurs, et peut-être plus qu'ailleurs, une crise du logement extrêmement aiguë. Le portrait, rapidement, c'est des prix beaucoup trop élevés pour que les habitantes et les habitants puissent vraiment choisir là où ils pourraient, où ils auraient envie d'habiter. Un nombre de mal logés qui augmente et une production de logements, soit par construction, soit par rénovation, qui est en grande difficulté et en forte baisse. Et nous allons essayer de vous expliquer pourquoi, avec aussi des personnes qui sont obligées de quitter la capitale ou le centre et de s'éloigner de plus en plus au fur et à mesure que la famille s'agrandit. Alors on dit que les ménages sont de plus en plus petits, mais il y a encore des familles qui s'agrandissent et qui sont donc obligées d'aller se loger de plus en plus loin, ce qui les oblige aussi à des mobilités de plus en plus longues. Pour en parler, parce que je vais finir par me taire, 3 invités. Jean-Claude Drillon, professeur émérite à l'Institut d'urbanisme de Paris et the grand spécialiste du logement en France. Donc merci Jean-Claude de venir nous décortiquer tout ça parce que c'est vraiment utile. Anne-Claire Davy, qui est chargée d'études, chercheuse à l'Institut Paris Région et très spécialiste du Grand Paris, sous plein d'aspects. Et Éléonore Slama, qui est maire adjointe chargée du logement dans le 12e arrondissement à Paris. Donc vous voyez qu'on a 3 échelles. Jean-Claude va nous parler de la politique du logement et de la situation du logement en France. Anne-Claire Davy va resserrer la focale sur la région et Éléonore nous expliquera quelques spécificités parisiennes, dont le PLU bioclimatique. Peut-être vous en avez entendu parler. Et en tout cas, vu ce qui se passe à l'extérieur, mais on va le répéter toute la semaine, j'imagine, la question mérite d'être posée. Donc, Jean-Claude, je commence avec toi. What is so special about France? A lot of things, of course, but what about the housing policy? A-t-on affaire à une crise immobilière ou à une crise du logement? Et que se passe-t-il dans les grandes villes, entre Paris et ses alentours? Et finalement, peut-on se servir des grands indicateurs nationaux, ceux qui figurent dans Eurostat et que peut-être certains d'entre vous utilisent pour faire des comparaisons européennes ou internationales, pour comprendre ce qui se passe? Quelle est finalement l'utilité de ces chiffres et leur acuité réelle? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Et maîtriser les éditeurs qui étaient là à Toulouse il y a 14 ans. Je pense que maintenant, ça va marcher. Oui, c'est bon. Merci. Pardonnez-moi. Donc bonjour à toutes et à tous. Toutes mes excuses encore de m'exprimer en français. Celles et ceux qui étaient à Toulouse en 2011 se souviennent peut-être que j'avais eu bien du mal à m'exprimer en anglais, donc on a préféré faire ça. Et oui, Claire, je me souviens de 1990.
la conférence internationale sur le logement. J'avais eu la chance de participer à son organisation, donc ça ne nous rajeunit pas. Alors évidemment, Catherine, je ne vais pas répondre à toutes tes questions. On m'a donné un quart d'heure, et je le comprends, sinon on peut faire la journée, hein, mais je pense qu'on n'a pas le temps. Donc je vais simplement montrer quelques choix personnels en fait pour faire comprendre ou pour aider à comprendre ce qu'il y a de spécial à propos du logement en France. Je vais le faire avec trois exemples, hein. Encore une fois, c'est très très loin d'être exhaustif. Premier élément, c'est le fait que, et si on fait des comparaisons européennes, et je reviendrai en deux mots sur la question des statistiques européennes qui posent un certain nombre de problèmes, on le sait tous, je pense. Une des caractéristiques du modèle français, si on peut l'appeler comme ça, c'est d'avoir durablement préservé un rapport à peu près équilibré entre les trois grands statuts que sont la propriété occupante, le secteur locatif privé et le secteur locatif social. Alors, on a là un graphique qui a tout un tas de défauts, hein, qui mélange des données d'Eurostat avec des données de l'OCDE, puisque sur Eurostat, je n'ai pas retrouvé le taux de logements sociaux, par exemple, donc voilà, il faut s'en débrouiller. Où on voit, avec les petites flèches, qu'on a effectivement quelques pays qui ont un modèle qui se ressemble un peu. Évidemment, on a une majorité de propriétaires à peu près partout, hein, sauf en Suisse et en Allemagne. Mais de fait, on voit qu'on a des pays qui ont adopté quelque chose qui ressemblerait à une monoculture de la propriété occupante, hein, qui sont les pays qui sont en haut du graphique. D'autres dans lesquels le secteur locatif privé pèse un poids encore relativement important. Et la situation française, qui en ce sens ressemble à celle du Royaume-Uni, mais avec des politiques qui sont derrière, qui ne sont pas du tout les mêmes, bien entendu, qui ressemble à celle de l'Autriche, qui ressemble à celle de l'Irlande, dans laquelle les trois statuts continuent d'exister. Et si on regarde la situation française, un des éléments fondamentaux, c'est pas de monoculture de la propriété, malgré parfois des discours politiques, la France de propriétaires, qu'on a beaucoup entendu, mais à des moments politiques dans lesquels on parlait, on affirmait cette volonté d'atteindre la France de propriétaires, en réalité, pendant ces moments-là, on a continué constamment à développer le logement locatif social. Et c'est une des caractéristiques du modèle français aussi. C'est cette constance, ça c'est une grande différence par exemple avec le Royaume-Uni ou avec l'Irlande, qui apparaissent comme des modèles ressemblants, mais pour des raisons historiques, des raisons historiques longues, une des caractéristiques du modèle français, et qui est, je crois, unique en Europe, il faudrait voir avec l'Autriche, mais qui est, je crois, unique en Europe, c'est d'avoir maintenu jusqu'à aujourd'hui des modalités du développement du secteur locatif social, sans jamais s'arrêter. Autre caractéristique, qui elle s'est arrêtée théoriquement l'année dernière en France, mais qui aura quand même couru pendant plus de 40 ans, des encouragements, notamment par des moyens fiscaux, à l'investissement locatif privé. C'est-à-dire qu'on a donc toujours, au moins pendant, disons, depuis les grandes réformes du milieu des années 70, développé conjointement la promotion de l'accession à la propriété, le développement du parc social et l'encouragement à l'investissement locatif privé. Alors ces questions-là, aujourd'hui, elles sont sur la table, hein. Le modèle n'est pas éternel, on le sent bien, mais en tout cas, c'est une des caractéristiques de ce qui peut être considéré comme ce qui est spécial en France. Deuxième élément, je passe vite, vous me pardonnerez. Deuxième élément, alors peut-être que certains d'entre vous me contrediront là-dessus, mais il me semble que la France est un des rares pays dans lequel, depuis l'après-guerre, on n'a quasiment jamais cessé de parler de crise du logement. Alors, on va même jusqu'à évoquer l'idée de crise structurelle. Crise structurelle, c'est un oxymore. Ça n'existe pas, une crise structurelle. Une crise, c'est un moment, c'est un choc,
Et c'est un facteur de transformation. La situation du logement en France, c'est pas ça aujourd'hui. C'est pour ça que moi, je préfère parler de problème du logement. Ce qui n'atténue pas la nature du problème hein, et l'intensité du problème. Mais je préfère parler de problème du logement, d'autant que, et ça c'est une situation beaucoup plus conjoncturelle et récente, depuis 2021, 2022 surtout, nous connaissons en France, je crois que c'est assez vrai dans l'essentiel des pays européens, une crise de l'immobilier, avec un ralentissement de la construction neuve. Là, j'ai mis quelques graphiques qui sont juste là pour montrer des images. Hein. On ne va évidemment pas tous les commenter, hein, mais où on voit que ce sont des graphiques qui sont issus de la note de conjoncture. Le ministère en charge du logement publie tous les trimestres hein, une note de conjoncture immobilière. Donc ça, c'est la dernière en date, où on a quelques graphiques qui montrent bien le premier en haut à gauche, la baisse très forte de la construction à partir de 2022, de la construction de logements neufs en France à partir de 2022. Le graphique en haut à droite montre l'effondrement, la baisse très forte, il faut faire attention aux échelles des graphiques toujours, hein, la baisse très forte du nombre de transactions dans le secteur du logement existant. Hein. Je dis attention aux chiffres parce que vous voyez que le graphique, il ne démarre pas à 0, hein, il démarre à 700 000. Et en fait, on est depuis un an aujourd'hui à un niveau de transaction qui a été celui des années 2010, donc voilà, pendant lesquelles le secteur de l'immobilier ne pleurait pas trop sur sa situation. Mais on a eu en 2020, 2021 et même en 2020, l'année du Covid, un rythme de transactions immobilières en France historique, incroyable, plus d'1 million de ventes de logements existants par an en 2020 et 2021. Qu'est-ce qu'on a d'autre en bas à gauche, c'est surtout la flèche un peu plus... Le graphique n'est pas très bien fait, c'est pas moi qui l'ai fait. En fait, l'information la plus importante, c'est celle que souligne la flèche la plus grosse, c'est le nombre de prêts, de crédits ouverts pour le crédit immobilier, où on a un effondrement, lui, véritable, très fort, qui a à voir avec la hausse des taux d'intérêt, qui est elle-même la conséquence de l'inflation qui commence en 2022. Ah non, pardon, voilà, je me suis trompé. En bas à gauche, c'est pas les prêts, c'est en bas à droite. En bas à gauche, c'est le nombre de ventes des promoteurs immobiliers, c'est-à-dire le nombre de ventes de logements neufs. C'est là qu'est le plus gros effondrement d'ailleurs. Hein. C'est que entre 2022 et 2024, on a un vrai effondrement des ventes de logements neufs construites par les promoteurs qui mettent en difficulté sérieuse tout l'univers professionnel de la promotion immobilière aujourd'hui. Donc ça, c'est la crise immobilière. Alors, la crise immobilière, si on regarde d'ailleurs les données encore un petit peu plus récentes, notamment sur ce qui est le plus réactif finalement à la reprise du marché, à la baisse des taux d'intérêt, c'est-à-dire que si on avait les données du trimestre suivant, là on est sur les données du 4e trimestre 2024, si on avait les données de 2025, même du 2e trimestre 2025 qui vient de se terminer, on verrait une reprise des crédits et une reprise des ventes dans le secteur de l'existant. Beaucoup moins sur le neuf, parce que le neuf, évidemment, il y a une inertie forte, hein, il faut acquérir des terrains, il faut lancer les chantiers, il faut commercialiser, il faut lancer les opérations. Et donc la reprise dans le secteur du neuf, elle va prendre un peu plus de temps. Mais la reprise dans le secteur de l'existant, elle est déjà là. Donc la crise de l'immobilier, elle est aujourd'hui déjà un peu en train de sortir. Et face à cela, on pourrait dire, ça y est, donc les professionnels de l'immobilier vont arrêter de parler de crise du logement. C'est possible. C'est possible parce que les professionnels de l'immobilier, eux, jusqu'en 2022, ne parlaient pas de crise du logement. Parce qu'on avait une activité extrêmement vigoureuse. Or, le problème du logement, c'est-à-dire la difficulté pour les ménages à se loger, lui, il est là, beaucoup plus fort, de longue date. Et ça, on peut l'illustrer avec cette courbe, qui est la courbe de l'évolution des prix dans le logement ancien, dans le logement existant, depuis 1985, comparé à l'inflation. Vous voyez l'inflation, qui est la petite courbe verte qui est en dessous. Vous voyez qu'on a eu, à partir du début des années 2000, en réalité le tournant il se fait en 1998, une sortie radicale de l'évolution des prix par rapport à l'évolution de l'inflation.
Alors, elle a été soutenue, et vous voyez, la courbe bleue, c'est la courbe France entière, je crois qu'elle est bleue, oui, elle est bleue. Et la courbe rouge, c'est Grand Paris. Donc on voit qu'on est complètement sorti de l'évolution qu'on pourrait considérer comme normale des prix, qui est celle de l'inflation. Et cette évolution, elle a été largement soutenue par la baisse des taux d'intérêt, par les conditions du crédit qui ont considérablement facilité, qui ont solvabilisé les acquéreurs pendant un certain nombre d'années. Mais seulement pendant un certain nombre d'années. Parce qu'à partir d'un certain moment, ça se lit assez bien, dès 2005, hein, dans un certain nombre d'éléments statistiques, on voit que les ménages modestes, les ménages de classe moyenne, locataires, ont été progressivement évincés du marché de l'acquisition, de l'achat, alors que le nombre de transactions continuait à exploser, les ventes des promoteurs continuaient à se faire, parce que parallèlement à cette éviction des ménages modestes ou de classe moyenne du marché du logement, eh bien, s'est développé de façon considérable, et l'Institut national des statistiques l'a montré de façon forte il y a 2 ans dans une étude qu'ils ont publiée, s'est développé de façon considérable la multipropriété, la propriété de la résidence secondaire, l'investissement dans la location touristique, l'investissement locatif, grâce aux plateformes, l'investissement locatif grâce à la défiscalisation, etc. Donc, le marché a continué à vivre, mais il a vécu en faisant tourner en rond ceux qui étaient déjà dedans, les propriétaires, pour aller vite, et en évinçant progressivement une partie des locataires. Évidemment, plutôt les locataires les plus modestes, donc ça s'est traduit aussi par un blocage de la mobilité, qu'on voit très bien là aussi dans les statistiques, je ne vais pas entrer dans les détails, mais de la mobilité des locataires du parc locatif social, qui ont dans beaucoup de lieux cessé de quitter le locatif social parce qu'ils ne parvenaient pas à accéder à la propriété. Et donc une baisse de la mobilité dans le parc social, donc une baisse de l'offre de logements sociaux, et donc un allongement des files d'attente pour accéder au logement social. La demande de logement social ne cesse de croître. Et cette baisse de la mobilité, elle se trouve aussi de plus en plus dans le parc locatif privé, et donc des blocages pour l'accès au logement, certes pour l'accession à la propriété, pour ceux qui veulent sortir vers le locatif, du locatif vers la propriété, mais aussi en bout de chaîne, en quelque sorte, les conditions du mal logement. Alors, troisième point, j'ai déjà dépassé, je vais aller vite. Troisième point, qu'est-ce que ces grands chiffres-là, que ce soit les chiffres de comparaison internationale que j'ai montrés tout à l'heure, ou ces grands chiffres sur les prix en France et à Paris, qu'est-ce qu'ils nous disent vraiment de la situation du logement dans ce pays? Un certain nombre de choses, ça nous permet de nous comparer. Bon, les statistiques, encore une fois, Eurostat, sur Eurostat, là on voit qu'on a 64% de propriétaires en France. Nous, en France, on est habitué à dire qu'on a 58% de propriétaires en France. Parce que Eurostat compte la population totale, et nous comptons les ménages. Et voilà, ce n'est pas une erreur, il n'y a pas d'erreur nulle part. Simplement, voilà, des capacités à se comparer et à regarder les choses qui sont difficiles. Je ne parle pas des comparaisons sur les aides au logement qui sont absolument impossibles. Maintenant, si on regarde à l'échelle nationale, qu'est-ce que ça nous dit, le triplement des prix? Parce que la vraie question, ce n'est pas tellement le triplement des prix, c'est est-ce que les ménages arrivent à acheter? Et qu'est-ce que les ménages arrivent à acheter? Eh bien ça varie considérablement sur le territoire. Alors, ce n'est pas vrai seulement en France, évidemment. Mais c'est vrai que la France est un pays qui est caractérisé par une très forte diversité en matière de tissu urbain, d'organisation urbaine, entre notre hypertrophie du Grand Paris, entre des grandes métropoles, des villes moyennes, des petites villes, des communes rurales, etc. etc. Tout ça, c'est une diversité de contextes extrême qui se traduit dans les prix immobiliers. Alors, je ne vais pas le commenter durablement, et puis je laisse les connaisseurs comprendre de quoi il s'agit avec les logos. Mais voilà, j'ai regardé pour un ménage, un couple avec un enfant, 3 personnes, un couple avec un enfant, qui va potentiellement chercher un logement avec 2 chambres.
logement avec 2 chambres, ce qu'on appelle chez nous en France, après chacun ses définitions, un 3 pièces. Et on a un rapport très intéressant qui a été produit il y a 3 ans sur la qualité des logements neufs, d'un architecte qui s'appelle François Leclerc et d'un grand aménageur qui s'appelle Laurent Girometti, qui produisait des recommandations. Donc je disais, un 3 pièces, il faut que ça fasse 63 mètres carrés. Parce que ce qu'on produit aujourd'hui, c'est trop petit. Donc j'ai regardé ville par ville, en prenant le revenu médian d'un couple avec un enfant, ville par ville. Ce n'est pas le même à Saint-Denis, à Lille et à Paris. Donc avec ce revenu médian, compte tenu de ce que nous savons des prix en avril dernier, j'ai regardé ça en avril, pardon, compte tenu de ce que nous savions des prix en avril, compte tenu des conditions du crédit en avril, avec une exigence de taux d'effort maximum de 30%, qui est un grand classique quand on parle de logement abordable, qu'est-ce qu'on peut s'acheter dans un échantillon de villes? Eh bien, à Arcachon, alors Arcachon, peut-être que vous ne connaissez pas, ça n'est pas une grande ville, mais c'est un très bel endroit au bord de l'océan Atlantique, très prisé, donc avec un marché touristique extraordinairement fort. Eh bien, notre couple avec un enfant vivant à Arcachon, il peut acheter 24 mètres carrés. Et puis à Nice, 33, à Lyon 40, à Bordeaux 42, à Lille 49, à Nantes 57. Et vous voyez que dans toutes ces villes, on est en dessous des 63 mètres carrés. Et que donc, dans ces villes, notre ménage à revenu médian, on n'est pas chez les pauvres, hein, on parle du ménage à revenu médian. Toutes ces villes, on ne peut pas, notre couple avec un enfant ne peut pas accéder à la propriété pour se loger correctement. À Grenoble, ça va mieux. Et donc, on peut dire peut-être qu'à Grenoble, à Brest, à Clermont, et j'ai mis Saint-Étienne pour ceux qui se souviennent des années 1970, si ça ne nous rajeunit pas. Voilà, Saint-Étienne, c'est une grande ville, c'est une métropole au sens des institutionnels français, comme les autres, sauf Arcachon. Eh bien, voilà, dans ces villes-là, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Brest et Grenoble, eh bien, on peut dire que le logement abordable, c'est le marché. Dans les autres, non. Et dans les autres, bon, il y a une nécessité de politique publique. Et puis, dans la dernière ligne, j'ai pris un certain nombre de villes d'Île-de-France. Alors, c'est un échantillon, évidemment, très insuffisant. Mais à Versailles, où on ne joue ni au foot ni au rugby, mais on a un château, on a encore d'ailleurs un logo de la ville avec des fleurs de lys, c'est-à-dire un symbole de la royauté. C'est le logo officiel de la ville. Donc, est une ville dont vous imaginez bien qu'elle n'est pas très populaire. Mais elle n'est pas très populaire, mais les revenus des ménages sont élevés. Mais ils ne peuvent pas acheter plus de 35 mètres carrés quand même. À Saint-Denis, département de la Seine-Saint-Denis, ça touche Paris, c'est juste au nord de Paris. Mais le département de la Seine-Saint-Denis, c'est le plus pauvre de France. C'est le plus pauvre de France. Donc non seulement les revenus sont bas, mais en plus, les prix sont élevés. Et on ne peut acheter que 22 mètres carrés. On peut en acheter moins que dans l'arrondissement le moins cher de Paris. Parce que, évidemment, même dans cet arrondissement, le 19e arrondissement, les revenus sont plus élevés. Et puis Paris 6e, c'est l'arrondissement le plus cher, 20 mètres carrés. Donc, voilà, une image comme celle-là, c'est une image qui montre que finalement, y compris parler du marché du logement en France, ça atteint vite ses limites. Et qu'il est donc nécessaire, autant qu'on le peut, et je pense que c'est vrai dans la plupart des pays qui sont représentés par les chercheurs qui sont présents ici, mais je pense qu'il est important de développer des travaux qui vont au-delà des contextes nationaux. Et puis juste pour conclure, parce que j'ai débordé de 5 minutes, mais ce n'était pas la peine d'aller très loin, puisque tout a déjà été dit à la fois par Claire, par Catherine. Ne confondons pas le Grand Paris et le Petit Paris. La ville de Paris, elle joue un rôle absolument fondamental dans cette métropole qui est la métropole parisienne. Je ne parle pas de la métropole du Grand Paris au sens institutionnel, mais la métropole parisienne, elle joue un rôle majeur par sa centralité, par sa capacité à expérimenter, à innover, etc. On y reviendra.
Mais ça n'est qu'une petite ville de 2 millions d'habitants à l'échelle européenne ou à l'échelle mondiale. Le vrai Paris, nous y sommes. Il est ici aussi. Et je crois, là aussi, pour avoir vu parfois certains travaux de comparaison internationale de métropoles dans lesquels on voyait une situation très particulière de Paris comparée à d'autres métropoles, c'était parce qu'on avait regardé la ville de Paris. Bon, maintenant, quelle échelle regarder? Quelle échelle pour le Grand Paris? La question est sur la table. Et pour moi, en tout cas, je n'ai pas la réponse, mais peut-être qu'Anne-Claire l'aura. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Claude. On a commencé quand même tu as commencé à aborder à travers cette présentation, cette description quand même l'efficacité ou pas de certaines politiques publiques qui sont mises en œuvre ou pas et dans quel sens elles vont, etc. On resserre un peu, donc on descend, on arrive, je ne sais pas s'il faut dire descendre, au niveau régional. Donc la région Île-de-France, une question de logement qui est tout aussi importante. Une position centrale qui est extrêmement importante aussi. Et du coup, est-ce qu'une politique régionale existe et comment elle est mise en œuvre? Alors ça sera un peu la deuxième partie de mon propos. Je vais aussi parler en français, désolée. Je me suis demandé si je le faisais en anglais, puis il était vraiment trop rouillé, ça ne serait pas agréable à écouter. Donc je vais essayer de vous donner en quelques diapos, j'attends que vous les voyez. Je vais essayer de vous présenter en quelques diapos la situation de l'Île-de-France qui va faire écho à tout ce que vous a dit Jean-Claude, en particulièrement tendu, puisqu'on a quelques indicateurs qui permettent de montrer à quel point la question du logement est tendue en Île-de-France. Mais je voulais commencer par vous situer un peu la région, parce que je ne sais pas quelle est votre familiarité avec ce territoire. Je vais redire un peu toujours cette question d'échelle qui a commencé à être posée, pour rappeler un peu ce que c'est l'Île-de-France dans son pays. Donc en France, c'est seulement 2% du territoire national et ça accueille 16% des habitants, 23% des emplois, ce serait 37% si on ne parlait que des emplois de cadres, 16% des logements. Et à l'intérieur de cet ensemble, Paris, c'est 17% des habitants et seulement 8% de la surface. Donc tout ça pour vous redonner un peu la question des échelles. Et puis cette carte qui n'est... Cette carte, elle vous montre aussi un peu, c'est la carte d'occupation des sols. Donc les couleurs chaudes, c'est l'habitat individuel ou collectif. Le violet, c'est l'activité. Et tout ce que vous voyez en vert, c'est les espaces agricoles et boisés. Et on ignore souvent, mais la région Île-de-France, elle n'est qu'à un quart urbaine. 50% de son territoire est agricole et 25% de son territoire est composé d'espaces naturels et forestiers. Donc ça permet de voir, et la plupart des politiques de développement de la région menées depuis les débuts des années 90 font le pari de maintenir l'étalement urbain et de protéger cet espace vert et cette région avec ses caractéristiques environnementales. Donc il faut résoudre la question de la pression du logement sur un espace qui est relativement restreint, même quand on pense à l'échelle du Grand Paris. Je vais essayer de vous proposer en 6 indicateurs et 3 cartes une vision un peu de la situation. Premier indicateur, c'est l'indicateur démographique, puisque la région Île-de-France est encore une des dernières régions d'Europe où le solde naturel est positif et où il y a une pression démographique qui continue à se jouer avec une croissance de population importante. Comme la plupart des métropoles capitales, elle a 3 moteurs démographiques qui jouent. Elle a une balance naturelle, un solde naturel positif. Elle a un accueil de migration internationale qui amène environ 50 000 personnes par an et un déficit avec le reste du territoire, puisque les jeunes qui viennent finir leurs études ou les actifs qui viennent passer un bout de leur carrière en Île-de-France repartent souvent dans leur région. Ce n'est pas forcément à lire comme un témoignage d'un exode urbain, mais plutôt comme le rôle que joue la métropole capitale dans les carrières et les parcours des jeunes Français. Donc au total, si on regarde entre 2006 et 2021, c'est 50 000 nouveaux habitants à accueillir chaque année. Et si on fait l'addition 2006-2021, c'est près de 800 000 habitants nouveaux à accueillir dans l'espace de la région Île-de-France. Ça correspond en gros au Grand Bordeaux. Donc ça vous montre cette question des besoins en logement que génère le fait d'être la métropole capitale. Ça, je pense que c'est assez comparable à ce qui se passe dans d'autres métropoles. Comme l'a dit Jean-Claude, on est aussi soumis à au même écart qui s'est creusé entre les revenus des ménages et les prix.
Donc là, on a fait sur une base sans l'évolution 2002-2024. Et le revenu médian des ménages franciliens a augmenté de 37%, quand les loyers, eux, progressaient de 66% et les prix immobiliers de 162%. Et on voit bien que depuis le début des années 2000, il y a vraiment une disconnexion complète entre l'évolution des capacités des ménages et de l'offre qui leur est proposée. Une autre façon d'aborder le sujet, c'est de dire qu'on est passé de 3 années et demie de revenus à mobiliser pour acquérir son logement à plus de 5. Ce qui fait que, comme l'a dit Jean-Claude, je ne vais pas y passer trop de temps, la propriété est de plus en plus sélective, de plus en plus réservée aux ménages les plus aisés en Île-de-France. Là, je ne fais que répéter un peu des choses qui ont déjà été approchées. Deuxième indicateur, la chute des mobilités. Et pourquoi c'est aussi important? Donc, je vous ai mis un petit schéma qui montre qu'en Île-de-France, les débats, et en France en général, les débats portent souvent sur les objectifs de construction neuve à apporter. Or, la plupart des ajustements dans les conditions de logement se font dans le parc existant. Et donc, sur les dernières années, en moyenne, c'est 500 000 emménagements qui se jouent dans le parc existant. La part des emménagements qui se font dans le parc neuf a chuté. Elle était de 15% il y a encore une dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est moins de 10% des ménages qui, quand ils changent de logement, entrent dans un logement neuf. Et donc, ça montre bien à quel point, quand on perd un point de mobilité, en fait, c'est 50 000 nouveaux logements en moins sur la taille du parc francilien qui ne sont pas proposés aux ménages pour ajuster leurs conditions de logement. Et donc, ça crée cette perte de mobilité du fait des locataires du parc social qui ne partent plus pour devenir propriétaires, des locataires du parc privé qui restent très longtemps dans leur logement parce que finalement, il y a un gain à la sédentarité, puisque au bout de 10 ans, l'écart entre un locataire qui vit depuis 10 ans dans son logement et un nouveau locataire est de l'ordre de 20%. Et donc, il y a une vraie prime en termes de revenus, enfin de coût du logement, à rester dans son logement, y compris à s'y serrer. Du coup, ça réduit un peu les impacts des efforts de construction qu'on peut faire, puisqu'on a un objectif légal de 70 000 logements à produire par an, qu'on n'a pas toujours atteint. On l'a atteint pendant 5 années, autour du milieu des années, de la fin des années 2010 et du milieu des années, de 2015 à 2020. En gros, on a à peu près atteint nos objectifs. Déjà, on est en train de reculer. Mais cet impact, cette construction pour laquelle on met beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts, on perd, avec ce qui ne se passe dans le parc existant, tout le prix de ces efforts. Et on a quelques politiques qui ont parfois espéré ce qu'ils appellent un choc d'offres, c'est-à-dire soutenir la construction pour résoudre le problème. Et tout démontre que tant qu'on ne maîtrise pas ce qui se passe dans le parc existant, y compris avec cet écart de prix, on ne peut pas l'atteindre. Un autre indicateur, donc j'ai essayé de vous parler de l'importance de la chute de la mobilité. Elle est particulièrement importante dans le parc locatif privé, qui est par tradition le parc qui accueille la mobilité que je viens de vous présenter. On voit que c'est plus de la moitié des ménages qui changent de logement dans une année vont entrer dans un logement locatif privé. C'est 9 étudiants sur 10. C'est les 3/4 des ménages qui viennent habiter dans la région à la suite d'une mobilité professionnelle en venant d'une autre région française. Et c'est aussi 80% des ménages qui reviennent de l'étranger. Donc, et du coup, quand on regarde ce qui se passe dans le parc locatif privé, et qui est donc essentiel pour accueillir cette mobilité, on est inquiet parce qu'on constate, et je crois qu'on n'est pas la seule région qui vit cette situation, que le parc locatif privé est de plus en plus capturé pour d'autres usages. Il est capturé par, Jean-Claude l'a rappelé, la location touristique, avec à Paris et en Île-de-France un pic qui a été en mai 2024, qui a été atteint de 160 000 annonces disponibles sur Airbnb en mai 2024. Et en plus, un phénomène qui n'est pas que parisien, qui s'est étendu à la banlieue et au périurbain francilien. Et on se dit que les gens qui ont goûté à Airbnb ne devraient pas y renoncer. Et donc, on va s'installer avec une offre qui est très élevée et durablement élevée de parc locatif qui est utilisé pour de la location saisonnière. Un autre phénomène qui est sans doute pas que francilien, c'est l'explosion de formes de location qui ne sont pas des locations à l'année à destination des ménages, mais des locations de moyenne durée. Et notamment, il y a tout un écosystème d'acteurs qui s'est créé pour s'adresser directement aux entreprises et non plus aux ménages et louer des logements meublés relativement haut de gamme aux salariés internationaux en mobilité. Et du coup, cette offre-là, certes, c'est une offre locative, mais c'est une offre qui n'est plus à destination des franciliens à l'année et qui est particulièrement chère. On a aussi, on a aussi un nombre
important de co-living. Dans le pavillonnaire, par exemple, on voit des opérateurs qui prennent des maisons qui pouvaient rapporter à peu près 1 500, 2 000 euros de loyer à leurs propriétaires, qui les transforment en mini-colocation haut de gamme avec chacun sa chambre, chacun sa salle de bain, et qui arrivent à changer la rentabilité à 3 500, 4 000 euros pour un pavillon un peu conséquent dans lequel on peut faire 5, 6 chambres qui sont louées jusqu'à 800 euros pour des étudiants, mais surtout des jeunes actifs, puisque ce qu'on observe, c'est qu'il est de plus en plus difficile pour un jeune actif seul de trouver un logement locatif qui corresponde à ses premiers revenus de début de carrière. Donc ce parc locatif nous inquiète beaucoup, il est soumis à d'importantes transformations qui font qu'il est sorti de la location ordinaire, et en plus on a, du fait d'une loi climat, une interdiction, en tout cas les logements, les passoires thermiques, les logements qui ne sont pas efficaces énergétiquement, les 3 dernières étiquettes en France, E, F, G, qui vont progressivement être déclarés indécents et donc interdits à la location. Et ça, dans nos estimations, alors les données ne sont pas toujours très fiables, parce que les diagnostics DPE qui mesurent cette performance ne sont pas tous de grande qualité, mais néanmoins, dans nos estimations, c'est 55% du parc locatif parisien qui pourrait être, en 2034, retiré de la location s'il n'a pas pu faire l'objet de politiques d'accompagnement d'une rénovation énergétique, qui par ailleurs est très coûteuse et très complexe dans le parc parisien, pour des tas de raisons patrimoniales, historiques, de bâti, qui font qu'en plus, on n'est pas sûr de pouvoir mener à bout, même avec toutes les aides qu'on met ou qu'on arrête ou qu'on remet, pour faire face à cette rénovation énergétique. Autre indicateur, du coup, tout ce qu'on vous décrit se produit une détérioration des conditions d'occupation des logements en Île-de-France. Alors j'ai pris un indicateur, mais j'aurais pu en prendre plein d'autres. On a des collègues qui ont fait une étude sur la part des logements qui sont suroccupés en Île-de-France. Alors on s'est occupé que des ménages qui sont de plus de 2 personnes, puisque par tradition statistique, une personne seule dans un logement de moins 25 mètres carrés en France est considérée comme en situation de suroccupation, ce qui est quand même pas tout à fait pertinent. Donc on a regardé que les ménages de plus de 2 personnes, et on voit qu'il y a 18% de ces ménages qui sont dans des logements suroccupés, et c'est plus de 275 000 personnes en plus en 20 ans. Et Jean-Claude a commencé à vous parler un peu de la Seine-Saint-Denis et de la sociologie un peu des marchés immobiliers en Île-de-France, et la tache rouge que vous voyez au nord-est de Paris, qui représente ce département, est particulièrement marquée par ces faits d'hébergement contraint et de jeunes qui, bien au-delà de l'âge du premier emploi, sont obligés de demeurer dans le logement des parents par défaut de pouvoir trouver une solution pour leur autonomie. Les jeunes franciliens prennent leur autonomie 2 ans plus tard en moyenne que les jeunes français, et en Seine-Saint-Denis on est à 2,5. Enfin, il y a vraiment un effet de suroccupation. Cette suroccupation conduit à maintenir sur le marché des logements qui ne devraient plus, qui offrent des conditions d'habitat qui sont dégradées, mais elle constitue un marché de l'habitat refuge. Et donc on a aussi en Île-de-France, et en particulier dans ces territoires, ce qu'on appelle un marché de l'habitat indigne, un second marché avec des marchands de sommeil qui utilisent la vulnérabilité des ménages les plus fragiles pour leur proposer des logements qu'ils louent très cher, le premier mètre carré, le droit de clé, si on appelle ça, c'est-à-dire que le premier mètre carré leur est loué très très cher, et donc on a un parc dégradé qui s'est vraiment installé en Île-de-France et qui n'est pas l'héritage d'un stock qu'on aurait mal entretenu, mais bien le produit d'un marché de pénurie. La Fondation pour le logement des défavorisés, qui a un indicateur de mal logement avec laquelle on travaille pour faire cette estimation à l'échelle francilienne, on arrive selon sa méthode à estimer qu'il y a 1,3 million de personnes qui sont en situation de mal logement en Île-de-France. Et cette part augmente. Et dernier indicateur, la part des ménages qui du coup n'ont plus d'autre solution que de se tourner vers le logement social a doublé depuis 2010. On était autour de 400 000 ménages en 2010, on est aujourd'hui à 880, là j'ai pas la 887 408 en décembre 2024. Donc on est passé d'une attribution pour un peu plus de 6 demandes à une attribution pour 13,7 demandes. Les délais d'accès au logement s'allongent évidemment. Le profil des ménages qui peuvent entrer dans un logement social reste encadré par des lois qui essayent de privilégier l'accès d'un certain type de ménages prioritaires. Mais même ces priorités commencent à être difficiles à atteindre, puisque finalement on est en train de faire des priorités au sein des priorités, et qui est le plus prioritaire du plus prioritaire.
et l'hébergement, qui est un peu la dernière porte pour ne pas laisser des gens à la rue, lui-même est complètement engorgé. Et les travailleurs sociaux témoignent d'une perte de sens un peu de leur métier, puisque au début des années 2000, par exemple, une famille avec enfants, il n'y avait aucune solution. Elle n'allait pas rester à la rue le soir. Aujourd'hui, on en est à se demander s'il faut privilégier un enfant de 1 an sur un bébé de 3 mois. Enfin, donc la situation a vraiment connu une dégradation assez marquante ces 10 dernières années. 3 cartes pour finir. Le marché immobilier, bon, la carte n'est pas très tranchée, mais vous voyez, plus c'est foncé, plus c'est cher, hein, ça va être très simple. Et vous voyez un faisceau ouest de valorisation immobilière qui se dessine, qui fera écho à la carte suivante, qui est la plus intéressante et sur laquelle je vais m'arrêter un petit peu, qui est la carte de la sociologie des revenus en Île-de-France. Donc plus c'est rouge, plus le revenu est supérieur à la médiane régionale, plus c'est bleu, plus le revenu est inférieur à la médiane régionale. Et si je vous montrais la carte en dynamique, vous verriez que ces écarts tendent à se creuser en lien assez symétrique avec les questions de marché immobilier. Et donc ça conduit vraiment des territoires d'exclusion et à alimenter des phénomènes de ségrégation spatiale et de hiérarchisation spatiale qui sont très importants en Île-de-France et qui posent vraiment des difficultés à la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques, puisqu'il y a des territoires où produire du logement abordable devient vraiment périlleux et difficile à obtenir, même par des acteurs qui en sont convaincus, ce qui n'est en plus pas le cas partout. Donc cette situation, je termine sur cette dernière carte qui ouvre un peu sur le sujet de votre colloque, qui est sur la question des vulnérabilités écologiques, qui est la carte qui montre les ménages qui sont en situation de double vulnérabilité. Donc c'est un calcul un peu statistique où on prend les 3 premiers déciles de revenus de ménages et aussi les ménages qui consacrent plus de 10% aux charges énergétiques dans le logement et 8% aux charges de mobilité. Et donc, quand on regarde cette carte, on voit que les ménages qui sont contraints de s'éloigner pour accéder à la propriété ou à un logement qui corresponde à la taille de leur famille, en effet, rebond se trouve face à une autre vulnérabilité, qui est la vulnérabilité des coûts énergétiques, puisque voilà, ce qu'on appelle la double vulnérabilité, c'est les gens qui consacrent une part trop importante de leurs revenus à coûter à la fois le prix du logement, mais aussi le prix de la mobilité, puisque c'est des territoires qui peuvent être les plus dépendants de l'usage de la voiture. J'aurais aussi pu vous mettre la carte des transports qui montre que la partie la plus claire est aussi celle qui permet de se passer de voiture, parce qu'on a la chance d'avoir en Île-de-France un réseau de transport qui est un peu à l'origine et qui définit un peu les périmètres du Grand Paris, et un parc social, comme l'a dit Jean-Claude. J'aurais pu aussi vous mettre la carte du parc social, qui sont des amortisseurs qui permettent de maintenir une part de la population à revenu moyen dans le cœur de l'agglomération, et dont il est hyper important de continuer à savoir comment, dans un dialogue entre échelles, maintenir son développement. Merci, merci beaucoup. Alors, je parlais de politique régionale. En fait, la région n'a pas de compétences en matière de logement, puisque les principales compétences en matière de logement sont celles de l'État. Celles de l'État non plus ? Si, celles de l'État et celles des intercommunalités et des communes. Donc, c'est pour ça qu'on va maintenant passer à l'échelle de Paris. Juste pour dire que ce tableau, vous le retrouvez sans doute, vous retrouvez sans doute des similitudes avec d'autres villes ou capitales européennes. Ah voilà, ça marche mieux. Et c'est un tableau qui ne fait que se dégrader depuis quelques années. Donc, crise immobilière, crise du logement et puis crise écologique qui vient se greffer dessus, les trois s'aggravant les unes les autres. Donc, Éléonore Slama, adjointe à la mairie du 12e en charge du logement. Donc, Paris, c'est un peu le paroxysme des crises, mais paradoxalement, comme je disais tout à l'heure, avec une politique assez ambitieuse en matière de logement abordable et de logement social, et désormais un PLU bioclimatique qui va changer quand même pas mal de choses. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup aux organisateurs. Et je vais essayer de vous apporter mon regard d'élu local. Mais avant, je voulais vous dire « Welcome in Paris ».
Alors, sur le constat, ça a été très bien dit par mes deux brillants collègues. La situation du logement à Paris, et puis plus généralement en Île-de-France et en France, est particulièrement préoccupante. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On parlait de la Fondation pour le logement des défavorisés. Donc, c'est 4,2 millions de personnes qui sont aujourd'hui mal logées en France, 1,3 million en Île-de-France. C'est 350 000 personnes sans abri, voilà, et 2000 enfants qui chaque soir dorment à la rue. À Paris, pour vous donner une petite idée, nous avons chaque année, nous organisons la nuit de la solidarité. C'est une nuit qui va permettre de compter les personnes sans abri, et on a 3500 sans-abri à Paris en 2025. Ça nous permet d'ailleurs après d'adapter notre politique d'hébergement d'urgence. S'agissant du logement social, nous avons aujourd'hui à Paris 276 000 demandeurs de logement, dont une majorité de ces demandeurs qui ont des très faibles ressources, qui sont dans une catégorie voilà, de revenus particulièrement basses, qu'on appelle chez nous le PLAI, enfin bref. Et paradoxalement, à Paris, nous perdons depuis 10 ans maintenant, chaque année, environ 1200 habitants, ce qui représente plus de 124 000 personnes qui ont quitté la capitale depuis 2014. Et en même temps, eh bien, on parlait justement de précarité énergétique. Nous avons des chiffres également très alarmants en la matière. En 2020, 14% des Français déclaraient avoir eu froid chez eux. Et aujourd'hui, en 2024, seulement 4 ans plus tard, c'est déjà plus de 30%. Voilà. Donc toutes les générations à Paris sont concernées par la crise du logement, que ce soit les étudiants, bien sûr, les familles, et en particulier les familles monoparentales. On n'en a pas encore parlé, mais c'est quand même un phénomène absolument massif. Un enfant sur 3 aujourd'hui vit dans cette configuration familiale à Paris. Bien évidemment, les jeunes couples et les personnes âgées, là aussi, très important, la question des personnes âgées. À Paris, 1/3 des locataires du parc social, 1/3, a plus de 60 ans. Et plus de 12% ont plus de 75 ans. Donc ce vieillissement de la population parisienne, mais aussi de la population qui occupe le parc social à Paris, elle est très importante parce que ça veut dire qu'il faut aussi que nous adaptions le parc de logement à destination de ces personnes et surtout de leur maintien à domicile. Alors, nous sommes face dans la capitale à une équation absolument redoutable qui est donc une demande qui croît sans cesse, une demande de logement qui croît sans cesse, et en même temps une offre qui est contrainte bien sûr par la rareté du foncier parisien. Paris a ses limites, d'où la question de traiter ce sujet à l'échelle du Grand Paris. Et puis bien évidemment l'explosion des prix, avec une part de logements de plus en plus inoccupés. Et ça, c'est aussi un phénomène très important à Paris. Nous avons aujourd'hui en France plus de 3 millions de logements vacants. Voilà. Et paradoxalement également, 9 millions de mètres carrés de bureaux vides, dont 5 millions de mètres carrés de bureaux vides rien qu'en Île-de-France. Voilà. Alors, la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, on a une véritable menace sur la mixité sociale. Et pourtant, la mixité sociale, c'est quelque chose de très important pour nous. C'est ce qui fait la richesse et l'identité de Paris. Donc finalement, c'est un petit peu le mythe de Sisyphe, parce que à Paris, nous menons une politique véritablement ambitieuse pour créer du logement abordable, pour maintenir justement les classes moyennes et les classes populaires dans la capitale. Et malgré les efforts absolument colossaux de la ville de Paris, la demande de logement abordable explose toujours plus. Alors, on le disait, le système est complètement grippé. À Paris et dans mon arrondissement, le taux de rotation dans le logement social, il est de moins de 3%. C'est-à-dire que ça ne bouge plus du tout, parce qu'il n'y a pas de solution derrière, par exemple, d'accession à la propriété. Et c'est pour ça qu'on essaye de mener une politique extrêmement volontariste pour maintenir à la fois Paris vivable
et vivant. Alors, ça passe par une création de logement social très importante. Cette année, en 2025, le budget de la ville de Paris pour le logement, c'est 800 millions d'euros, dont 600 millions rien que pour créer du logement social. C'est absolument énorme. C'est un budget jamais vu et pourtant, ça ne permet pas de régler tous les problèmes. À Paris, on est passé en 2001, ce qui correspond à l'arrivée de la gauche à la tête des responsabilités de la ville. On est passé d'un taux de logement social de 13% à aujourd'hui près de 24%. On a à Paris 270 000 logements sociaux dans la capitale. Ils étaient que 214 000 en... Ah non, beaucoup moins encore. Non, ça c'est les chiffres de 2014. Bref, on est passé de 13% à 24% entre 2001 et aujourd'hui, et 270 000 donc logements sociaux à Paris, logements sociaux à Paris. Alors, cette politique, c'est à la fois donc la création de logements sociaux, et aujourd'hui, on ne peut plus construire, donc on rachète du logement qu'on transforme en logement social, par exemple. Mais on fait aussi d'autres choses, par exemple l'encadrement des loyers, je pense que vous avez dû en entendre parler, qui a été une avancée absolument décisive pour limiter l'explosion des prix du loyer dans le parc privé et protéger justement ces jeunes, ces actifs, ces familles, ces travailleurs précaires qui sont trop souvent exclus du marché locatif. Sauf que cette expérimentation de l'encadrement des loyers prend bientôt fin en 2026 et on espère pouvoir la reconduire, voire même la renforcer demain. On a également mis en place un certain nombre de choses comme la foncière de la ville de Paris pour créer ce qu'on appelle du BRS, du bail réel solidaire. En gros, l'idée c'est de dissocier le foncier du bâti. Au lieu d'acheter un appartement à Paris, je vous la fais courte, mais c'est 10 000 euros le mètre carré, l'appartement à Paris. 10 000 euros le mètre carré. Personne ne peut se le permettre, à moins d'être très aisé. Eh bien, avec ce système du bail réel solidaire, eh bien, le prix au mètre carré va baisser de 50% et sera vendu à 5 000 euros le mètre carré. C'est une façon pour nous de remettre un peu de fluidité dans notre parc de logement social et permettre à ceux qui sont aujourd'hui dans ce parc-là de demain devenir propriétaires. C'est également la foncière du logement abordable parce qu'on l'a dit, il y a le parc de logement social, mais il y a toutes ces classes moyennes qui sont parfois dedans, parfois dehors. 70% des Parisiens sont éligibles au logement social. Mais cette offre nouvelle, c'est du logement, on va dire, libre, mais 25% moins cher que le prix du marché. Et c'est bien sûr tout plein d'autres choses, comme la lutte contre les meublés touristiques, on en a un petit peu parlé, avec la limitation du nombre de nuitées à Paris, qui a baissé en 2025 à 90 nuits, et plein d'autres choses, par exemple, pour adapter notre parc à la question du changement climatique. Par exemple, dans mon arrondissement, on a rénové près des 3/4 du parc social pendant ces 2 dernières mandatures, parce qu'on considère que c'est à la fois bon pour la planète et bon pour le portefeuille des locataires. Et voilà. Donc ça, c'est quelques-unes des choses que nous mettons en œuvre à Paris pour pouvoir permettre, encore une fois, à tous les Parisiens de pouvoir se loger. C'est très important pour nous. Mais il y a un outil dont on n'a pas encore parlé véritablement, c'est le PLU bioclimatique. Plan local d'urbanisme bioclimatique. C'est notre cadre légal qui définit toutes les règles de la façon dont on va construire Paris et dont on va organiser notre ville. Et donc ce PLU qui vient d'être voté, c'est d'abord un grand exercice démocratique. C'est 50 000 propositions qui ont été faites par les Parisiens sur le sujet. C'est plus de 50 réunions publiques, c'est plus de 180 marches exploratoires dans tout Paris qui ont permis de sortir un certain nombre de mesures clés extrêmement importantes, notamment la fin de la démolition à Paris. C'est fini. On ne peut plus démolir à Paris. C'est la réhabilitation qui devient la nouvelle norme, qui devient la règle. C'est bien évidemment le réemploi de tous les matériaux, biosourcés, géosourcés, etc. C'est la fin du béton.
Toute construction, demain, doit se faire en bois ou en pierre de taille à Paris. Le béton, c'est fini. Et puis parce que c'est dans l'air du temps, c'est aussi la fin des climatiseurs individuels dans la capitale et l'obligation de raccorder ces logements au service public de l'énergie. Nous avons à Paris la CPCU et Climespace, mais bon, je reviendrai là-dessus. Et s'agissant du logement, c'est un objectif ambitieux. Je vous ai dit, à Paris, en 2001, on était à 13% de logement social. Eh bien, pour 2035, nous avons comme objectif 40% de logements publics à Paris. 40% de logements publics, dont 30% de logements sociaux et 10% de logements abordables. C'est dire si cette politique est volontariste, et ça passera par l'accélération du rééquilibrage entre l'Est et l'Ouest de la capitale, qui est un vrai sujet, puisque historiquement, on a construit plutôt les logements sur les portes de Paris et seulement dans certains arrondissements. Eh bien, nous voulons rééquilibrer. C'est demain la fin, justement, de certaines constructions de bureaux à Paris qui vont être interdites au profit, justement, de la création de logements. C'est le développement, j'en parlais à l'instant, du bail réel solidaire demain, donc justement, pour permettre à plus de Parisiens d'accéder à la propriété. C'est la construction qui est réservée au logement avec des servitudes dans le plan local d'urbanisme pour que tout projet de plus de 5000 m², il y ait à minima 10% de surface qui soit consacrée à la création de logements. Voilà ce que c'est que ce plan local d'urbanisme. Très rapidement, on pourrait parler de plein d'autres choses comme l'interdiction des dark stores, des dark kitchens, des meublés touristiques, bref, bien évidemment, plein de plantations à Paris demain d'arbres, parce que c'est un véritable enjeu pour nous. Mais pour finir, et avant de vous laisser la parole, nous pensons, nous, élus parisiens, qu'on ne peut plus penser la question du logement à Paris dans le cadre de la ville de Paris, des limites administratives de Paris. Et donc c'est très important, cette question qui est posée aujourd'hui. Il faut absolument rééquilibrer les dynamiques territoriales avec des projets mixtes. Ça passe par une gouvernance commune sur cette question du logement. Pourquoi pas créer un office du logement métropolitain pour harmoniser les efforts, pour mutualiser aussi les moyens des différentes communes du Grand Paris. Mais le plus important, je crois, c'est d'avoir une vision stable et une vision à long terme sur ces questions. C'est bien ce qui nous pose aujourd'hui un problème, c'est ce morcellement administratif et surtout une vision de court terme alors qu'on parle du logement, qui est forcément quelque chose qui prend du temps, comme l'urbanisme. Et tout ça est fondamental parce que un projet urbain, c'est un projet de société. Et donc, ce qu'on est en train de faire, en parlant de logement, c'est de parler tout simplement de notre vivre ensemble et de la société dans laquelle nous voulons demain évoluer. Voilà, je suis bien sûr à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Merci beaucoup. Je précise que l'année prochaine en France, en mars 2026, ont lieu des élections municipales et que la question du logement est une question qui devra, on l'espère, figurer dans les programmes des différents candidats de toutes les villes de France. Alors, vu qu'il est déjà 10h40, peut-être la parole à la salle, si vous avez des questions, des commentaires ou des comparaisons à faire avec ce que vous avez entendu de ces présentations de Paris et du Grand Paris et de la région. Et si vous pouvez vous présenter quand vous prenez la parole. Bonjour.
Alors, je me présente, je m'appelle Yasmine Boudjona, je suis aussi élue, je suis première adjointe à la ville de Bagneux, donc tout près de Paris et dans le Grand Paris. Je suis aussi professeure associée à l'université, donc une double casquette, très heureuse d'être là. Je ne vais pas être très longue, vous n'avez pas du tout parlé des transports, et donc il me semble que logement et construction du réseau du Grand Paris Express, enfin pour nos amis qui viennent d'ailleurs, il me semble que c'est un peu l'actualité aussi. Donc voilà, c'était juste pour vous poser la question, quel lien vous faites entre l'arrivée de ce futur réseau de transport, même avec grand retard, puisqu'on l'attend depuis longtemps, et d'ailleurs, moi, je serais arrivée de Bagneux à ici beaucoup plus rapidement, mais j'ai quand même pris les transports. Mais voilà, c'est pas si on veut dessiner, me semble-t-il, une vision, sans être trop long, hein, de l'actualité de la région, il me semble qu'il faut parler de ça aussi, et des enjeux autour de ce réseau qui sont en train de se jouer actuellement. On pourrait produire des cartes, et j'imagine qu'ici il y a des chercheurs qui travaillent et qui connaissent ce type de cartes, sur ce qui se passe autour des futures stations qui sont actuellement en cours de construction, pour celles et ceux qui sont arrivés via le RER-A. Ça fait partie des gares qui seront connectées à ce réseau qui va tourner autour de Paris pour aller vite. Et donc désengorger aussi les transports et permettre que l'éloignement dont vous parliez tout à l'heure, notamment pour les plus modestes, puisse se réduire, qu'on travaille à rééquilibrer, mais tout ça, ça passera aussi par des choix politiques sur quel type de logements seront construits autour de ces gares. Est-ce que pour aller vite, ce que vous avez montré très bien sur, sur une hiérarchie, je crois que c'est le terme que vous avez employé, du type de logement, notamment entre l'Est et l'Ouest, va se renforcer autour des gares, ou est-ce qu'au contraire, moi c'est ce qu'on essaye de faire par exemple dans ma ville à Bagneux, on va se servir de l'arrivée de ces transports pour offrir davantage de logements abordables, travailler à de la mixité partout, parce qu'il faut accueillir toutes les catégories de population partout, et aussi réinstaller de l'emploi. Il me semble que la question logement et emploi est peut-être aussi Merci. un des aspects à ne pas oublier. Merci à vous. On prend peut-être 2-3 questions et puis après on répond si ça fera gagner du temps. My name is Bo Malmberg from Stockholm University. Thank you very much for interesting presentations. I have a question about, do you have any long, it was interesting to hear about these different tenure forms that you have in France. Do you also have longitudinal studies showing to what extent people move between these different tenure forms during their life course? Is especially with respect to social housing, is that an option? I heard now that there are lots of old people in social housing, but also of course, has it been the case that people have started their career in social houses and then moved into ownership, or is social housing an end state of the residential career? Someone else? I'd be interested to hear city politicians' reflections on input to the European Affordable Housing Plan, and also with regards to the discussion paper which is for closing on the 31st of July on the services of the general economic interest, the definition of affordable and social in that. If you don't know about it, it's okay, but that people need to know that they can contribute to that discussion, and I'd be interested in your view. The other question I had was more specific. I didn't quite understand the solidarity leases and what they were of, and I only had a concern because I imagine that with social housing providers, if it's social housing that's been sold or whatever, is there a relationship? Because I know how important the long-term build-up of equity and for their growth, it's important to have mature stock
that's debt-free so that they can actually build up equity to grow. So what are we talking about in terms of the solidarity leases? Perhaps I'm confused. Could you explain that? Alors, sur le bail réel solidaire, it is something next to the community land trust, not exactly the same system, but inspired from. And I think there will be a session about that on Friday. Okay. You can perhaps answer now. Et sinon, donc, deux réponses sur la mobilité quotidienne, transport, et sur la mobilité résidentielle, si je veux bien. Pour répondre à la question, oui, sur le Grand Paris, c'est vrai que là, on vient de vivre une transformation urbaine, on est en train de vivre une transformation urbaine très importante avec la livraison des gares du Grand Paris, qui a plusieurs effets. Elle a un effet très favorable sur le désenclavement de territoires populaires à qui ça donne de nouvelles opportunités de recréation de marchés. Peut-être parfois, ça accélère des dynamiques de gentrification. Et ça a des conséquences qui vont au-delà de la banlieue proche qui est desservie par ce Grand Paris, puisque ça a des ramifications jusque dans le périurbain, en permettant une diffusion du transport collectif important. J'aurais pu conclure tout à l'heure là-dessus, sur le fait que l'Île-de-France a une gouvernance extrêmement complexe, qui étonne souvent nos amis européens, parce qu'on a des petites communes qu'on a essayé d'agglomérer dans des intercommunalités, des regroupements de communes qui se sont parfois faits au forceps. On a une échelle régionale qui n'a pas de compétences, mais qui est à la charge d'un schéma régional de l'habitat et de l'hébergement censé proposer des priorités. Donc on a dans un contexte métropolitain, c'est très difficile de trouver les échelles d'action, les articulations dans les équilibres territoriaux qui sont proposés. Et donc ce Grand Paris, il vient un peu bousculer les marchés immobiliers en recréant effectivement des opportunités, et ils sont très dépendants ensuite de ce qu'en feront l'échelon local. Mais un des effets, c'est d'élargir le spectre de prospection des promoteurs. Et face à cela, les communes ont différentes stratégies. Les accompagner, essayer d'imposer une part de logement social quand elles sont dans cette optique, ou à l'inverse, il y a certaines communes qui ont une politique beaucoup plus accompagnatrice du marché. Enfin, donc on a encore du mal dans la gouvernance francilienne à faire que ce dialogue des échelles entre une lecture des enjeux régionaux qui correspond à ce que je viens de vous présenter comme indicateur de tension, il y a plein d'enjeux d'équilibre régional, et les façons de mener les politiques locales. Cette question de la gouvernance en Île-de-France, elle est sur le tapis depuis 20 ans, et pour l'instant, on est encore dans un jeu d'acteurs qui est extrêmement complexe, avec le maire qui reste un pilote assez central de cette politique et qui peut proposer une couleur très différente à la manière dont il va accueillir les effets du Grand Paris. Et sur la question domicile-emploi, j'inviterai à avoir une lecture assez complexe, parce que ce qu'on observe, c'est qu'en réalité, plus on offre de possibilités de transport, à la fois on désenclave des quartiers populaires, mais à la fois on favorise l'entre-soi. Et la carte des revenus que je vous ai montrée pourrait être même accentuée par l'effet du Grand Paris, puisque quand on fait des enquêtes sur les raisons d'ancrage des ménages, ils vont choisir l'école, ils vont choisir un cadre de vie, ils vont choisir... et plus ils ont le choix d'avoir des horaires décalés, du télétravail, plus ils vont marquer cette question de l'ancrage résidentiel. Dans une époque en plus où les carrières sont moins linéaires, où on change d'emploi, où les couples sont deux actifs, en fait, le transport, il permet aussi de privilégier la question résidentielle sur la question de l'emploi. Donc on n'est pas tout à fait capable de faire des scénarios qui montreraient que ce nouveau réseau de transport va diffuser et réduire les questions de déséquilibre habitat-emploi. Oui, non, ah, si, ça y est. Oui, d'abord juste un petit complément à ce que disait Anne-Claire, juste pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaissent pas forcément bien le cadre institutionnel, mais c'est ce qu'on appelle la métropole du Grand Paris, c'est-à-dire la partie centrale. C'est, tu disais, les maires ont la main, c'est plus de 300 maires, plus de 300 communes. Et la région Île-de-France, 1300, c'est ça? Je ne me trompe pas dans les chiffres. 1300 maires. C'est eux qui auraient la main. Comment développer une politique métropolitaine de cette façon? Sur la question des statuts d'occupation et du lien à l'âge, oui, c'est une très bonne question. Je me souviens quand
Quand Nicolas Sarkozy était président de la République, il avait annoncé un objectif d'atteindre 70% de propriétaires en France. Alors que, je vous rappelle, quand on compte les ménages, on est à 58. Et on est stable à 58% depuis 20 ans. Mais moi, j'avais répondu, mais 70% de propriétaires, à 65 ans, on y est. Si on regarde la population de 65 ans et plus, on est au-delà des 70% de propriétaires. Donc la question des répartitions des statuts d'occupation en fonction de l'âge, ce qui est frappant, c'est que le logement locatif social accueille à peu près tous les âges, avec une tendance au vieillissement. Alors plus particulièrement à Paris qu'au niveau national, parce qu'évidemment, si on a très peu de mobilité, ben, naturellement, on a un vieillissement des occupants. Mais quand même, c'est le statut, parmi les trois grands statuts, c'est le statut qui accueille de façon plus équilibrée l'ensemble des âges. La propriété occupante, classiquement, ça n'a rien de très original, hein, la propriété occupante, son taux augmente avec l'âge. Depuis quelques années, compte tenu de ce que j'évoquais tout à l'heure sur la question des prix et sur la question de l'accessibilité, des freins à l'accessibilité financière de l'accession à la propriété, l'âge moyen de l'accession tend à reculer, avec de très grandes variations territoriales. Quand vous êtes à Saint-Étienne, vous pouvez à 25 ans devenir propriétaire. À Paris, c'est plus compliqué. Mais à Nice, à Lyon, ailleurs, voilà. Et puis le statut de la location, donc voilà, plus on avance en âge, le moment où on passe à une majorité de propriétaires tourne autour de 40 ans. Avant 40 ans, on a une majorité de locataires. Après 40 ans, on commence à avoir une majorité de propriétaires. Le secteur locatif privé est, lui, plutôt centré sur les jeunes. Là encore, Paris fait exception, parce que la baisse de la mobilité, y compris dans le locatif privé, fait que quand on ne peut pas accéder à la propriété, on reste locataire, et du coup, l'âge moyen croît. Voilà, je pense avoir à peu près répondu. Sur la question du logement abordable, je rappelle qu'en France, nous n'avons aucune définition de ce terme. C'est un terme entré très récemment dans le vocabulaire français, alors que je sais que c'est moins récent ailleurs. Mais il est entré très récemment dans le vocabulaire français. Juste un mot pour dire qu'il fait débat, parce que dans l'esprit de certains, et on a d'ailleurs eu un projet de loi l'année dernière d'un ministre du Logement qui, heureusement, n'est pas resté très longtemps, qui tendait à assimiler la notion de logement abordable avec la notion de logement social. Alors, en France, nous avons cette tradition que j'évoquais tout à l'heure, cette persistance à dire « développons le logement locatif social », qui fait que le concept, ce terme de logement abordable, qui à mon sens est extrêmement utile, extrêmement intéressant, etc., mais dans l'esprit de certains, il viendrait se substituer à l'idée de logement locatif social. Et c'est là que ça fait débat. À mon sens, ça fait même pas débat, mais je crois qu'on sera d'accord autour de la table. Mais de fait, aujourd'hui, la question est posée, et de ce fait, dans le discours politique, ce terme de logement abordable aujourd'hui est pris avec beaucoup de prudence. Mais pour ma part, je pense qu'il est utile en plus. Voilà. Oui, tout à fait. C'est bien pour ça qu'à Paris, on distingue 40% de logements abordables, 30% de logements sociaux et 10% de logements publics, donc moins chers, mais sans être social. Et je pourrais rebondir sur le schéma régional qui prévoit, lui, que on a un objectif légal qui est fixé par la loi pour l'instant, qu'on doit produire 70 000 logements par an. Et dans le schéma directeur qui vient d'être approuvé par l'État là, il y a quelques semaines, l'objectif, c'est bien que sur ces 70 000, il y ait 2 tiers de logements abordables, mais à l'intérieur de ces 2 tiers, on est bien à 60%. Enfin, l'essentiel, c'est du logement social, un complément de ce qu'on appelle le logement intermédiaire à destination des classes moyennes et un objectif BRS. Donc cette notion, elle commence à infuser quand même dans les politiques, puisque c'était pas si facile que ça au départ d'imaginer un schéma qui proposerait cette obligation de faire 2 tiers de logements abordables. Ça a fait pas mal de débat, mais ça s'est imposé. Yeah, Joe Finnerty from University College Cork. I have a question about the private rented sector. Could you say a bit more about the structure of private landlords and private landlordism in Paris? Is it mainly small or medium-sized
landlords? Are there large institutional investors? Has that become a political issue? If so, Il y a eu une étude récente qui montrait qu'il y avait quand même, enfin, traditionnellement, il y a beaucoup de petits propriétaires bailleurs en France, mais quand même, ce qu'a montré déjà Jean-Claude, il y a une augmentation de la multipropriété, si j'ai bien compris la question. Et par ailleurs, sur la structure même du parc, avec les dynamiques que je vous ai montrées, on est plutôt en train de perdre le parc locatif familial, privé, pour se concentrer sur des petites surfaces. Je ne sais pas si j'ai compris la question. Oui, alors c'est ça, mais une des caractéristiques du parc locatif privé français, c'est qu'il est presque entièrement détenu par des particuliers et très peu par des institutionnels. Il y a eu des propriétaires institutionnels jusqu'aux années 1980 et qui ont possédé à peu près 1 million de logements au moment maximum. Aujourd'hui, ils possèdent un peu moins de 200 000 logements locatifs privés sur 6 millions. Ça veut dire que tous les autres appartiennent à des particuliers. Mais c'est vrai qu'un des éléments importants de ces dernières années, c'est l'accroissement de la part de ceux qui en possèdent plusieurs. Donc c'est cette multipropriété, alors en particulier à Paris, mais pas seulement. Cette multipropriété, elle a à voir avec ce que j'évoquais aussi tout à l'heure, hein, de dire que le marché immobilier a été florissant, mais principalement sous l'impact, sous l'effet du développement de cette multipropriété. Et une part du parc locatif a été remplacée au moment des grandes opérations de vente à la découpe par du parc en propriété aussi à Paris. Mais par ailleurs... Les ventes à la découpe, c'est le parc des investisseurs institutionnels qui a été transformé en copropriété et vendu logement par logement au moment de la grande valorisation immobilière du début des années 2000. Et là, il y a eu vraiment un mouvement important de disparition de ce parc des investisseurs. Et depuis quelques années, enfin à Paris depuis longtemps, ce parc locatif privé recule. Il recule fortement. Parce que c'est pas rentable. We still have 3 questions. One there, and one there, and then we have to stop to have a break. One? Piotr Lis from the Poznań University of Economics and Business. I would like to thank you for really interesting presentations. I would like to ask about the role of inhabitants in co-creation of Paris. So what is the role of citizens in Paris in co-creation? Because we've heard a lot about the social housing, a lot about the affordable housing, but the last years, a lot of, maybe not a lot, but few papers have just been published about the low participation of inhabitants in France in the housing. So I'd like to ask about the role of, maybe give us some examples about the role of inhabitants in co-creation of the city, Grand Paris. So we have another question somewhere. And then you. Yeah. Hello. Hi, my name is Sasha Hassan. I'm from Heriot-Watt University in Edinburgh. Maybe it's more of a thinking loudly thing. When we say affordable housing, I am really skeptical about this because we always measure that against the market value of housing rather than measuring that to the average household income. So sometimes we say, well, it is an affordable unit because it's 20%, 30%, whatever, less than the market value, but it is still unaffordable for housing income. So sometimes I think unless we identify what affordable housing means and we change the benchmark that we measure that against, I think the housing will continue being unaffordable, regardless what policies we make, regardless how many units we provide, as long as the measurement itself, I think, need to be reconsidered. Yeah, as I said, thinking loudly thing about that question. Thank you. Hi, bonjour. Merci pour votre présentation. Je suis Giuliana Costa de l'École Polytechnique de Milan. Et je voudrais vous demander quelque chose que... Est-ce que j'ai bien compris? Il y a une sorte de
polarisation entre voir la propriété et la location sociale. Ce que j'amène dans ma tête, c'est ça. Donc, une polarisation entre ces deux positions. Mais est-ce que vous avez étudié quelque part la transmission intergénérationnelle de la propriété? Je le dis parce que je viens d'un pays familiste où ma génération et les prochaines n'ont pas avoir accès à la propriété sans l'aide de la famille. Donc, je crois que c'est une dimension très importante en France aussi. L'Italie. Alors déjà sur l'héritage, oui, c'est sûr, toutes les études montrent que aujourd'hui, il y a parmi les ménages qui sont avant 40 ans qui accèdent à la propriété, il y a une grande part d'héritage et il y a beaucoup de transferts interfamiliaux. Donc oui, ça c'est vrai. Non, une proportion, je ne sais pas, mais ce qu'on sait, c'est que dans les achats à Paris, il y a beaucoup de gens qui sont héritiers aidés ou qui sont déjà revendeurs d'un logement précédent. Donc, ce qu'on appelle la primo-accession, c'est-à-dire celui qui arrive pour acheter son premier logement avec le fruit de son salaire, ce profil-là, il se fait très rare. Et encore plus si c'est une personne isolée, et pas un couple de biactifs, enfin, et une famille monoparentale, enfin, Éléonore l'a déjà dit. Et qu'est-ce que c'était les autres questions ? Sur la question de la participation, de la démocratie locale, etc., je ne sais plus où est la personne, enfin, par là. Ouais. Merci. Merci pour cette question. Alors, on essaye vraiment à Paris, et aussi sur la question du logement, de faire quelque chose de très participatif. C'est pour ça qu'on a créé des dispositifs pour faire en sorte que les demandeurs de logement deviennent acteurs de leurs demandes. Donc, nous avons par exemple, en plus de la demande classique de logement social qui fait qu'on s'inscrit une fois et on renouvelle sa demande chaque année pour dire qu'on est toujours demandeur, on a mis en place ce qu'on appelle par exemple Locannonce. C'est un site internet de la ville de Paris où les demandeurs de logement peuvent aller postuler tout seuls directement sur un logement qui est à disposition de la ville de Paris. Et seules ces personnes qui auront postulé seront à même de pouvoir se voir attribuer ce logement. Donc au lieu d'être en concurrence avec les 276 000 demandeurs de logement du fichier central parisien, vous ne serez en concurrence qu'avec les 1000, 2000 personnes qui ont candidaté pour ce logement. C'est une façon aussi de rendre les choses un peu plus participatives et actives. Pour la question de la mobilité, c'est un peu le même principe. On a mis en place une plateforme qui s'appelle échangerhabiter.fr où les locataires du parc social mettent en ligne leur annonce de leur logement pour l'échanger avec quelqu'un d'autre qui a déjà un logement dans le parc social. Ça marche plutôt bien, et voilà. Mais c'est vraiment cette dynamique-là. Sur la question du PLU, je vous l'ai dit, c'était vraiment très participatif. On a eu plein de réunions publiques, des marches exploratoires, plein de contributions, 50 000 contributions sur le PLU bioclimatique, et une conférence citoyenne avec des Parisiens tirés au sort qui ont été formés sur cette question de l'urbanisme, du logement, et à qui on a demandé leur avis très spécifique pendant plusieurs semaines sur ces questions-là. Voilà ce qu'on essaye de mettre en œuvre. Et peut-être sur la question de la participation citoyenne à Paris, on a créé depuis quelques années maintenant ce qu'on appelle le budget participatif. Chaque année, les Parisiens font des propositions. Ils veulent investir dans telle rue, dans tel projet, etc. Et ensuite, ces projets sont soumis au vote de l'ensemble des Parisiens et une grande partie de l'enveloppe du budget parisien est mise dans le financement de ces propositions faites par les Parisiens et pour les Parisiens. Et puis bien évidemment, mais ça c'est une spécificité française, depuis 2002, on a ce qu'on appelle les conseils de quartier, qui sont des instances vraiment instituées par la loi et qui permettent de consulter les Parisiens de manière régulière sur tout un tas de sujets. Voilà de façon assez rapide ce que je pouvais vous dire là-dessus.
Merci. Alors, je crois que nous sommes obligés d'arrêter là la conférence. J'espère que on vous a un peu éclairé sur cette situation à la fois territoriale, administrative et politique, et que vous y voyez un peu plus clair, et que ça permettra d'avoir des débats plus riches cette semaine. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Some announcements, just 2 or 3 points. First, you need that to get access to lunch, so just come with your badge. The second point is that if you have no room, you have to know that you can go in another room in the bâtiment Bienvenue, where the conference is also available online, okay? And the third point is that those who have not registered, who have not had time to register, can register now. And also, I didn't say that before, but all the sessions have been prepared by members of a scientific committee, so we are 20 or even more who have prepared these sessions. Okay, thank you. All of the following sessions will be in English, okay? We have done that to make the session available and accessible to practitioners. So that's the point.